Winston Churchill disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Et oui, se transformer constamment, c'est, et encore plus aujourd'hui, absolument stratégique. Mais alors, où se joue le changement dans l'entreprise? Quelles sont les clés du succès? Et si l'on écoutait ceux qui mènent sur le terrain des missions de transition, de transformation, et qui ont résolu des problématiques complexes, multidimensionnelles, qui sans doute ne vous seront pas étrangères? Allez, tentons d'approcher ensemble d'un peu plus près notre Saint Graal, le fameux point de bascule d'une transformation réussie. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Point de bascule, le podcast proposé par XPM, cabinet de référence du management de transition. Alors, s'il y a un pôle aujourd'hui dans l'entreprise qui vit un point de bascule assez déstabilisant et structurant, eh bien, c'est sans nul doute celui des ressources humaines. Entre flexibilité, fidélisation des collaborateurs, eh bien, l'équilibre n'est pas toujours simple à inventer. Alors, pour l'occasion, si on prenait un petit peu de hauteur et si on profitait des précieux retours d'expérience de femmes du terrain, elles s'appellent Nathalie Valin et Céline Tufal, elles sont toutes les deux directrices associées de la practice RH du cabinet XPM. Bonjour mesdames. Bonjour Florence. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous faites partie du trio qui dit d'aujourd'hui chez XPM, la practice RH. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous raconter en quelques mots votre profil? Eh bien, comme tous les directeurs associés de XPM, en fait, on est des anciens professionnels de notre practice. Et donc moi-même, je suis une ancienne DRH dans deux secteurs différents, à la fois le secteur financier et puis la distribution. Très bien. Et pour Nathalie? Alors, de la même façon, moi j'ai également 25 ans d'expérience en ressources humaines et principalement dans le service ressources humaines, service IT et ingénierie, et une expérience également dans l'industrie. Alors, dans le cadre des missions que vous réalisez avec XPM, vous êtes en fait au quotidien au contact avec des DRH, avec des dirigeants. Alors, on va en profiter. Racontez-nous, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour eux? Alors peut-être déjà ce qui n'a pas changé, c'est que l'enjeu pour une direction des ressources humaines, c'est toujours le même, c'est d'avoir les bonnes ressources au bon moment, au bon endroit. En revanche, ce qui change et ce qui s'est accéléré, notamment depuis la crise sanitaire, c'est qu'on a une accélération du tempo dans les entreprises. On l'a vu notamment depuis l'année dernière avec un marché de l'emploi qui s'est tendu, avec des pénuries de compétences et avec un besoin de flexibilité qui s'est considérablement renforcé depuis cette crise sanitaire dans les entreprises. Et aujourd'hui, on peut presque se poser la question, alors je pousse un peu le trait volontairement, mais on entend beaucoup parler de fidélisation des talents, d'attractivité, de difficulté à faire venir les talents et à les garder dans les entreprises. Et les directions des ressources humaines, les directions de la communication focus beaucoup sur ces aspects-là, évidemment, pour pouvoir se doter des meilleures ressources. Mais on pourrait presque se demander, dans un contexte où finalement les nouvelles générations ont des attentes un peu différentes, qui sont pas forcément de rester dans une entreprise, mais plutôt d'y trouver un accomplissement à un moment donné, et puis de partir ensuite sur un nouveau projet. Est-ce qu'il faut chercher finalement à fidéliser ces talents, ou est-ce qu'il faut au contraire savoir gérer la flexibilité des talents? La vérité est sans doute entre les deux, mais je pense que c'est intéressant de se poser la question avec ce double regard. Absolument. Céline, de ton côté, qu'est-ce que tu as pu identifier qui a changé pour les DRH aujourd'hui? Moi, je partage pleinement ce que vient de dire Nathalie. En fait, ce qui me frappe, c'est le rythme des entreprises qui est maintenant sur des cycles quand même plus courts, hein. Et ce qui du coup oblige en fait les entreprises à accéder beaucoup plus rapidement à des compétences, hein, et avoir des capacités de délivrer aussi beaucoup plus ajustées. Et du coup, on voit que ça les oblige en fait à avoir un regard sur la compétence, à la fois en interne, comment elles adaptent leurs compétences en interne, comment elles se transforment avec les équipes en interne, et puis surtout comment elles cherchent à gagner en agilité maintenant en allant chercher des compétences aussi en externe, hein, via des partenariats, de l'outsourcing, de la prestation. Et je crois que c'est ça en fait que l'on, en tout cas, qui me frappe, c'est la façon dont
les entreprises se reconfigurent maintenant avec un espèce d'écosystème qui vient contribuer à l'enjeu de l'entreprise. Et du coup, ça oblige toujours à se poser la question finalement quel est le meilleur dispositif, puisqu'on en a plusieurs. Hein. On n'est plus simplement sur des dispositifs où on maîtrise sa force de travail. On peut aller la chercher en externe. Et puis je crois que c'est ça aussi qui initie le fait que maintenant il y a des enjeux de cohésion parce que quand on pilote un écosystème, ben, c'est important effectivement d'aligner sur le sens et puis d'aligner pour fédérer les énergies pour qu'elles puissent travailler ensemble de façon fluide. Absolument. Et comme tu disais, l'entreprise aujourd'hui, elle est dans un écosystème. Et au cœur de cet écosystème, en tout cas, fait partie également de cet écosystème, le management de transition. Donc, on a un nouveau contexte. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez que les DRH utilisent le management de transition? Qu'est-ce qui a changé sur leur approche ou leur usage concret du management de transition? Mais tu sais, Florence, moi, en fait, je suis dans du management de transition au sein d'XPM depuis 1 an, et ce qui me frappe, hein, c'est que bien que ce soit un dispositif en forte progression, hein, puisque chaque année on voit qu'on progresse quasiment à 30% sur le management de transition, en fait, il est assez peu connu. En Mm-mm. fait, on se rend compte que c'est pas du tout acquis pour des entreprises, pour nos interlocuteurs d'ailleurs, de confier à une personne externe des postes à responsabilité. Et de la même façon, on se rend compte que c'est pas non plus classique ou c'est pas non plus intuitif hein, pour des dirigeants ou des managers de concevoir leur propre parcours professionnel en intégrant des périodes comme ça qui peuvent être des périodes centrées sur du projet ou sur du management de transition en fait des périodes qui ne sont pas complètement intégrées dans du long terme dans une entreprise. Et mon sentiment c'est que c'est ce qui est en train de changer en fait, c'est que en fait le management de transition là il permet effectivement pour des managers d'avoir des parcours un peu à la carte puisqu'ils peuvent choisir en fait la façon dont ils construisent. Et puis comme le disait Nathalie, en fait ça permet aussi de flexibiliser pour une entreprise et d'avoir du coup des compétences de très bon niveau en fait au bon moment sur la durée dont ils ont besoin. Mm, mm. Et pour toi, Nathalie, quelle est un petit peu ta vision de ce sujet, le management de transition aujourd'hui? Comment est-ce qu'il est utilisé par les DRH? Tu as vu aussi cette évolution? Oui, complètement. On a vraiment, alors avec un marché qui à la fois sur la transition progresse rapidement, mais aussi un marché de l'emploi plus global qui s'est tendu ces derniers mois. Finalement, ça a renforcé un redéploiement du management de transition avec 2 grands axes. Il y a un premier axe qui est vraiment ce qu'on appelle l'urgence managériale, c'est remplacer au pied levé un manager ou un dirigeant ou une expertise. Et ça a fait venir d'ailleurs de nouveaux acteurs ces dernières années, et notamment par exemple les cabinets de recrutement qui ont ouvert des départements management de transition pour accompagner les entreprises finalement sur un recrutement de courte durée. Et puis, on a la famille plus traditionnelle et plutôt portée par les pure players du management de transition, qui est vraiment d'accompagner la transformation des entreprises, de piloter des projets. Et là, effectivement, on va avoir une approche plus impliquée en lien avec la stratégie de l'entreprise et sa transformation. Et on va accompagner des projets avec des ressources qui vont pouvoir accélérer ces projets. Et sur ce côté justement projet, en préparant cet épisode, vous me parliez le management de transition comme un starter de projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, parce que finalement, quand l'entreprise se transforme, qu'elle redéfinit son plan stratégique, qu'elle redéfinit sa feuille de route, donc là, elle peut se faire accompagner d'ailleurs par des cabinets de conseil, typiquement en stratégie sur ces aspects-là. Et puis à un moment donné, faut passer à l'action et donc déployer cette feuille de route, déployer les différents projets. Et le management de transition peut être vraiment un mode d'accompagnement de ces moments-là, ces moments clés, soit pour démarrer un projet en mettant une ressource dédiée qui va accompagner finalement la personne qui est en charge de ce projet dans l'entreprise ou le dirigeant qui n'a pas forcément le temps de s'occuper à la fois de son poste au quotidien et puis de piloter un projet dans ce domaine d'activité. Donc, le manager de transition, dans ce cas-là, va être un vrai starter sur le projet pour mettre en route la feuille de route. Et puis, il peut être aussi à un autre moment un accélérateur du changement. C'est-à-dire que finalement, quand on pilote un plan stratégique, on va enclencher beaucoup, beaucoup de chantiers et prendre quelqu'un qui arrive avec une expertise forte sur
un domaine particulier qu'il a déjà fait dans d'autres contextes, etc., ça va vraiment permettre d'accélérer ce changement. Donc finalement, l'entreprise et notamment les grands groupes, ils ont deux options. Ils vont pouvoir soit proposer les projets en interne. Par exemple, les groupes vont parfois le proposer dans le cadre de la gestion de leur potentiel à des personnes en interne, mais ils peuvent aussi faire le choix de prendre quelqu'un en externe dans certains cas pour accélérer le projet et prendre vraiment des gens qui l'ont déjà fait et ensuite le passer aux personnes durables, bien sûr, dans l'entreprise qui vont reprendre la main à un moment donné pour faire vivre sur le long terme ces projets une fois qu'ils sont mis en œuvre. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, faut pas hésiter à se poser la question. En fait, il y a un peu l'habitude de se dire un projet, je vais le faire par quelqu'un en interne. Mais c'est vrai de se questionner sur, peut-être que ça peut être plus pertinent sur ce projet-là ou dans ce contexte-là de faire appel à quelqu'un sur la partie starter ou sur la partie accélérateur. C'est vrai que c'est intéressant. C'est un peu vraiment des nouvelles manières d'appréhender la problématique. Oui, il y a pas une seule vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a Maintenant, plusieurs options et le rôle de l'équipe dirigeante, ça va être de choisir la meilleure option au meilleur moment. Et le management de transition est une des cartes qui on peuvent fait jouer partie. dans ce cadre-là. Ça fait partie du mapping de l'écosystème. Alors, comme on vient de le voir, la mission de management de transition, elle change beaucoup en ce moment, mais le profil des managers de transition, il change aussi beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que vous avez identifié? Ben, écoute, je crois que ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, quand on voit le management de transition, en fait, on peut dire que c'est presque un dispositif qui est en train de rencontrer son marché parce qu'il apporte effectivement des compétences, de la flexibilité, et du coup, il est en train effectivement de se positionner effectivement comme un levier vraiment intéressant dans les entreprises. Et du coup, parce qu'il évolue et parce qu'il contribue vraiment à la réussite des entreprises, on voit que les profils de managers de transition peuvent changer. C'est vrai qu'on a pu avoir à une époque un peu le sentiment que le management de transition, c'était un dispositif intelligent en fait pour gérer les quelques dernières années de carrière en faisant bénéficier de ces compétences des entreprises. Mais on voit en fait arriver aussi des personnes en fait qui ont envie d'être, j'oserais dire, d'être maîtres de leurs agendas ou de travailler en mode projet avec des postes avec un bon niveau de responsabilité, et puis aussi de pouvoir choisir leur contenu et potentiellement de temps en temps se spécialiser. C'est-à-dire de se dire qu'on peut avoir un joli poste généraliste, et puis via un projet de management de transition, pouvoir se centrer sur une partie de son professionnalisme à un instant donné. Donc on voit que ce dispositif, en fait, il répond à des nouvelles demandes des collaborateurs aussi, qui peuvent être de travailler plus en mode projet et peut-être plus en maîtrise de leur planning. Et pour toi, Nathalie, tu définirais comment ce nouveau profil du manager de transition? Je dirais qu'il est aussi multifacette. En tout cas, la seniorité n'est plus la seule clé, hein, peut-être par rapport à ce que c'était il y a encore quelques années. Là, aujourd'hui, effectivement, ce qui compte dans tous les cas, c'est une expérience, c'est un vécu dans le monde des entreprises, d'avoir connu différents contextes, d'avoir connu différents secteurs, d'avoir cette capacité à s'adapter et à lire très vite une situation, à comprendre une situation. Et ça passe bien sûr par de l'expérience, mais c'est pas forcément une question de seniorité ou d'âge en tous les cas. Alors on a aussi toujours bien sûr des managers très confirmés, mais on a de plus en plus aussi un rajeunissement des profils qui viennent vers la transition. Et on peut très bien avoir une personne de 40 ans qui a une super expérience, qui va être très transposable et qui va pouvoir vraiment apporter sur des projets ses compétences. Et puis une autre de 60 ans qui a peut-être une très belle expérience, mais qui est restée dans un même contexte et qui n'aura pas toujours les capacités d'adaptation. Donc c'est pas l'âge qui compte, c'est vraiment le vécu dans différents contextes et la capacité du coup à transposer son expérience sans refaire bien sûr ce qu'on a déjà fait, mais en tirant les leçons de ce qu'on a déjà vécu pour apporter son expertise à l'entreprise dans laquelle on intervient. C'est très pragmatique en fait, hein. Ça veut dire ne pas se bloquer juste sur un schéma type qu'on a, voilà, du manager de transition, mais on se recentre sur l'essentiel, sur ce qu'il apporte, l'expérience, le vécu, l'opérationnel et la capacité
à faire avancer l'entreprise d'un point A à un point B. En fait, c'est très pragmatique. Et en même temps, ça répond à des aspirations assez particulières au monde d'aujourd'hui. Tu sais, Florence, moi j'ai l'habitude en fait de dire que, enfin, pour résumer en fait le manager de transition, en fait c'est vraiment quelqu'un qui a un portefeuille de compétences vraiment avéré, reconnu, donc c'est vraiment un excellent pro, et mais qui est en plus un entrepreneur. Donc c'est vraiment cette conjugaison là. C'est quelqu'un qui cherche à exprimer ses compétences, son savoir-faire, ses capacités de delivery dans un mode un peu différent que le mode long terme d'une entreprise. Et en ce sens-là, effectivement, c'est là où il a vraiment un tempérament d'entrepreneur en fait, puisqu'il vient vendre son savoir-faire quelque part. Il a une vraie proposition de valeur à une entreprise pour aider une entreprise dans le cadre d'un projet. Très bien. Alors un nouveau profil de manager de transition, des nouveaux types d'usage du management de transition. Pour terminer, Céline, Nathalie, est-ce que vous auriez quelques bonnes pratiques à nous partager sur ce sujet entre fidélisation, voilà, c'est quoi le bon équilibre sur ces sujets RH du moment? Écoute, c'est pas évident effectivement comme réponse, mais peut-être que ce que l'on voit en fait, c'est que vraiment maintenant à disposition en fait des comités de direction des DRH, on voit qu'on a une capacité d'agir dans un monde qui est très ouvert et d'aller avec des leviers qui sont en interne sur les collaborateurs, et on voit que c'est important d'aller chercher l'engagement des collaborateurs en interne, mais aussi tous les leviers en externe que l'on voit qui demandent de repenser effectivement certainement la configuration de l'entreprise. Et peut-être qu'une des bonnes pratiques, c'est effectivement à chaque fois de se dire, mais finalement, quand j'ai un besoin, quand j'ai un projet, de prendre le petit moment de réflexion pour comprendre et faire un audit en se disant finalement, est-ce que j'ai les compétences ou oui, non, et si je les ai pas, quel est le meilleur levier pour aller les rechercher. Et puis peut-être parce que l'on sait que souvent les DRH sont confrontés à une résistance de leur comité de direction quand on construit des systèmes très ouverts, hein. Et peut-être que c'est intéressant pour les DRH déjà d'expérimenter ça au sein de leurs équipes, hein, de se dire de ne pas raisonner une équipe RH uniquement avec de la population interne, hein, mais de s'appliquer effectivement cette recherche de la meilleure compétence et du meilleur dispositif aussi au sein de l'équipe RH, qui permettra Vous de arrivez. crédibiliser ensuite le discours pour l'ensemble des métiers de l'entreprise. Un bon moyen de faire bouger son codir sur ces sujets-là en même temps. Top. Et pour toi, Nathalie, est-ce que tu aurais une bonne pratique à nous partager? Oui, peut-être une idée qui va dans cette lignée de la flexibilité dont on parlait tout à l'heure, c'est que finalement, si on a des ressources qui vont et qui viennent dans l'entreprise, je pense qu'il y a une pratique importante qui est de soigner autant l'offboarding que l'onboarding, c'est-à-dire d'accompagner aussi les sorties des collaborateurs et de préserver l'image que vont garder les collaborateurs de l'entreprise. Et ça, c'est très, très important aujourd'hui. Il faut vraiment soigner les sorties, quel qu'en soit le contexte, pour que le collaborateur puisse être l'ambassadeur toujours de l'entreprise, même s'il l'a quitté, qu'il en garde une image positive. Et d'ailleurs, il peut même y revenir. Et je pense notamment à l'exemple d'un grand groupe qui a développé un fort réseau d'alumni. Hein, c'est des pratiques qu'on Ah oui, commence à voir venir aussi dans les entreprises. Et du coup, ce réseau d'alumni, il reste en contact. Et pour être intervenu il y a quelques mois dans ce réseau, le DG disait que finalement, il avait plus de 10% de ces recrutements qui étaient en fait d'anciens collaborateurs qui revenaient dans le groupe. génial. Donc on voit vraiment qu'il y a que les frontières sont très perméables finalement, que ce soit entre les types de contrats, entre les types de projets qu'on peut conduire dans une entreprise, et qu'aujourd'hui cette flexibilité elle est vraiment potentiellement en train de se généraliser. Ça n'empêche pas bien sûr de continuer à entretenir ces talents, à les Bien fidéliser, à les sûr. porter, mais il faut aussi gérer cette flexibilité et l'intégrer dans le mode de fonctionnement au quotidien.
C'est vraiment des évolutions profondes et du fait, voilà, qui impactent et qui obligent un petit peu à se réadapter par rapport à tout ça. Merci beaucoup, mesdames, hein, pour ces réflexions. On va s'arrêter là tout doucement pour notre échange. Je pense que ça permet à la fois de prendre un peu de hauteur et puis en même temps, ça s'appuie sur, et on le sent, sur des retours très opérationnels de vos missions que vous menez au quotidien pour les différents clients du cabinet XPM. Euh, pour terminer, si on a envie de vous contacter, si on a envie d'évoquer avec vous un challenge RH, par exemple, où on se dit que le management de transition, ça pourrait être justement une carte intéressante dans le mapping qu'on a fait de la situation, où est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, par tout moyen, je dirais sur LinkedIn, bien sûr, on est présent et vous pouvez nous contacter. Il y a le site, bien sûr, internet du cabinet, donc x-pm.com, où vous pouvez retrouver toutes les informations et toute l'équipe pour entrer en contact avec nous. Et puis, bah, individuellement, bien sûr, on est à votre écoute pour vous accompagner sur vos problématiques RH et de management de transition. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Céline. Ben, merci beaucoup, Florence. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce retour d'expérience partagé vous a semblé utile et inspirant, n'hésitez pas à le partager sur votre fil LinkedIn par exemple. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là vous avez des besoins en management de transition, eh bien l'équipe des associés XPM se tient prête pour vous accompagner. À bientôt!